Elle remplit sa tasse de poison 3 fois, mais ce n'est qu'à la 3e fois qu'elle l'a bu en entier. C'est ainsi que j'ai débarrassé le monde de ce monstre sang que personne ne s'en doute jamais. Bonjour, mes chéris, ici grand-mère Jenny, 73 ans, qui vous parle depuis mon porche à Lancaster, en Pennsylvanie. Le soleil brille fort dehors, mais à l'intérieur, mon vieux ventilateur de plafond fait son travail, comme je l'ai fait face aux problèmes que la vie m'a posés. Aujourd'hui, je vais partager une histoire que j'ai gardée secrète pendant près de 20 ans, une histoire d'amour, de douleur et de justice que je n'ai que maintenant le courage de raconter. Avant de commencer ce voyage difficile, j'aimerais vous demander une petite faveur du fond du cœur. Abonnez-vous à Cuanto de Los Abuelos, mettez un « j'aime » à cette vidéo, cela ne coûte rien, promis, et dites-moi dans les commentaires depuis quel coin de ce beau pays vous me regardez. Cela aide cette vieille femme à continuer à partager ses histoires, et peut-être à aider d'autres femmes qui traversent des moments aussi difficiles que ceux que j'ai vécus. Revenons en arrière, en 1967, lorsque j'ai rencontré Jacques. Lancaster était déjà une ville animée, pleine de touristes attirés par la région Amish, mais notre vie était simple, comme celle de la plupart des familles rurales de Pennsylvanie à cette époque. J'avais 18 ans et je travaillais à l'épicerie de mon père. C'est là que j'ai vu Jacques pour la première fois, lorsqu'il est venu acheter de la mélasse et de la farine. Grand, avec des cheveux foncés, une moustache soignée et des yeux qui semblaient sourire avant sa bouche, Jacques était différent des autres jeunes du village. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était sa façon d'être, si poli sans être prétentieux, parlant doucement mais avec assurance. Il venait d'emménager depuis Harrisburg pour travailler comme charpentier dans l'atelier de son oncle. « Mademoiselle, pourriez-vous m'indiquer où se trouve l'église méthodiste First Methodist ?» m'a-t-il demandé après avoir payé ses achats, avec cette voix grave et un accent légèrement différent du nôtre. J'ai senti un picotement dans l'estomac comme jamais auparavant. « Suivez simplement cette rue jusqu'au bout et tournez à droite, vous ne pouvez pas vous perdre, » répondis-je. « Merci beaucoup, puis-je connaître votre nom ?» « Jenny, » ai-je répondu, sentant mes joues s'empourprer. « Joli nom pour une jolie fille, » dit-il, et il sortit du magasin en laissant une traînée d'eau de Cologne Old Spice qui resta avec moi toute la journée. Dans les jours suivants, Jacques est apparu au magasin avec des excuses de plus en plus futiles. Un jour, il avait besoin de sel, le lendemain de café, puis de savon. Même mon père l'a remarqué. Soit ce jeune homme a la maison la plus désorganisée du monde, soit il s'intéresse à ma fille. A-t-il commenté un soir pendant le dîner, me faisant m'étouffer avec la purée de pommes de terre. Il ne fallut pas longtemps avant que l'intérêt ne devienne trop évident. Un dimanche après-midi, Jacques a demandé la permission à mon père de m'inviter à manger une glace sur la place du village. J'ai failli mourir de honte, mais dans mon cœur, je dansais de joie. Cette glace a marqué le début d'une histoire d'amour qui a duré plus de 30 ans. Jacques était tout ce qu'une fille pouvait rêver, un travailleur respectueux, affectueux sans être entreprenant. Nos fiançailles ont été modestes, comme l'exigeaient les coutumes de l'époque, toujours avec un parent à proximité, mais même cela ne pouvait pas éteindre l'étincelle entre nous. « Je vais travailler dur, économiser et te donner une belle vie, Jenny », m'a-t-il promis, et contrairement à tant d'hommes qui ne font que des promesses, mon Jacques a tenu chaque parole. En 1969, 2 ans après notre rencontre, nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple à l'église méthodiste First Methodist, moi avec une robe blanche cousue par ma mère, lui avec un costume prêté par son oncle, mais riche en amour et en rêve. Notre lune de miel a eu lieu à Atlantic City, 3 jours dans une pension simple mais propre, à regarder l'océan que je n'avais jamais vu. C'était ma première fois hors de Lancaster, ma première fois à voir la mer, ma première fois à me donner à un homme, tout avec mon Jacques. Cela avait le goût d'une première fois, de quelque chose de neuf, de découverte. Nous sommes retournés à Lancaster et avons vécu dans une petite pièce dans la maison de son oncle pendant que nous économisions pour notre propre maison. Jacques travaillait à l'atelier de menuiserie du lundi au samedi et j'aidais à faire des gâteaux à vendre. Chaque centime était gardé avec soin, chaque sacrifice en valait la peine parce que nous construisions notre avenir ensemble. En 1970, j'ai découvert que j'étais enceinte. Le bonheur de Jacques était sans limite. Il allait partout en disant à tout le monde qu'il allait être père, planifiant déjà les jouets qu'il ferait pour son fils à l'atelier. Je priais chaque soir en remerciant Dieu pour la famille que nous étions en train de fonder, mais Dieu avait d'autres plans. Au 5e mois de grossesse, j'ai commencé à ressentir de fortes douleurs et avant que nous puissions faire quoi que ce soit, je l'ai perdu. C'était un garçon, nous allions l'appeler Joseph, comme le père de Jacques. Nous l'avons enterré dans un petit cercueil blanc et avec lui, nous avons enterré une partie de nos cœurs. De nombreux mariages ne survivent pas à une perte comme celle-là, mais mon Jacques m'a surprise une fois de plus. Au lieu de s'éloigner, il s'est rapproché, au lieu de me blâmer, il m'a consolé, au lieu de chercher du réconfort dans le whisky comme tant d'hommes, il a cherché dans la foi et le travail. Dieu sait ce qu'il fait, Jenny, me disait-il quand il me trouvait en train de pleurer,
Notre Joseph est là-haut qui veille sur nous et un jour nous aurons d'autres enfants. Et en 1972 est née notre Marie, forte et saine comme son père. 2 ans plus tard est arrivé John, et en 1977, nous avons complété notre famille avec l'arrivée de Lucie, la Benjamine. 3 enfants, 3 bénédictions qui ont rempli notre maison de bruit, de chaos et d'amour. À cette époque, nous avions déjà notre propre maison, simple, mais notre Jacques avait prospéré dans le commerce de la menuiserie, devenant l'associé de son oncle. Je m'occupais des enfants et je vendais mes gâteaux, qui étaient devenus célèbres dans le village. Nous avions une bonne vie, sans richesse matérielle, mais riche en amour, respect et bonheur quotidien. Mes amours qui me regardez, vous ne pouvez pas imaginer combien il est important d'avoir un compagnon qui vous valorise, qui vous respecte, qui partage les joies et les peines. Mon Jacques n'a jamais été de ces hommes qui pensent que les tâches ménagères sont l'affaire des femmes. Il arrivait de l'atelier et aidait aussitôt avec les enfants, changeait les couches, leur donnait le bain, leur racontait des histoires. Le dimanche, il insistait pour me donner du repos, préparait le repas, pas toujours bon, mais fait avec tant d'amour que personne ne se plaignait. Emmenait les enfants au parc, me laissait me reposer ou rendre visite à mes amis. Une fois par mois, même si l'argent était rare, il tenait à avoir une soirée en amoureux avec moi. Il envoyait les enfants chez ma mère, achetait une bouteille de vin bon marché, décorait la maison avec des bougies et des fleurs de notre patio. Nous dansions dans le salon au son de la vieille radio, nous faisions l'amour comme si nous étions encore ces jeunes qui s'étaient rencontrés à l'épicerie. Ainsi, nous avons maintenu la flamme vive pendant toutes ces années. Ceux qui me regardez, où que vous soyez, dites dans les commentaires si vous avez connu un amour ainsi, si engagé, si solidaire, ou si vous êtes encore en train de le chercher. Je crois qu'il y a d'autres hommes comme mon Jacques par là, seulement qu'ils sont plus difficiles à trouver qu'un trésor dans une mine. Les années ont passé, nos enfants ont grandi. Marie est devenue maîtresse, s'est mariée avec un homme bien d'un village voisin. John a suivi les pas de son père dans la menuiserie, montrant le même talent pour transformer le bois en article. Lucie, toujours l'étudiante, a obtenu une bourse et est allée à l'université à Philadelphie, la première de la famille à obtenir un diplôme universitaire. En 1997, quand nous étions mariés depuis presque 30 ans, Jacques a réalisé un autre de nos rêves. Acheter un terrain plus grand à la périphérie de Lancaster et construire une maison de ses propres mains, une maison spacieuse avec un porche qui l'entourait, un grand patio où nous avons planté de tout, pommiers, cerisiers, fraises, poivrons, herbes aromatiques, un petit coin de paradis que nous avons conquis avec beaucoup de sueur. C'est dans cette maison que nous avons vécu les meilleures années de notre vie. Alors, avec les enfants déjà grands, nous avions plus de temps pour nous. Les dimanches après-midi, nous nous asseyions sur le porche en buvant du café fraîchement fait, en mangeant du pain de maïs et en regardant le coucher du soleil derrière les collines. Jacques prenait toujours sa guitare, jouant ses vieilles mélodies qui me faisaient pleurer d'émotion. Ainsi était simple notre bonheur. Les petits-enfants ont commencé à arriver, remplissant la maison une autre fois de rire et de courses les fins de semaine, puisqu'il était un grand-père dévoué, faisant des chevaux de bois, des maisons de poupées, des toupies, tous les jouets que les enfants lui demandaient, et racontait des histoires. Ah, comme il savait raconter des histoires, mon Jacques. Il inventait des contes que même moi, qui connaissais toutes ces exagérations, je restais à écouter, fasciné comme les enfants. Quand Jacques a eu 60 ans, en 2007, nous avons fait une grande fête dans le patio arrière. Toute la famille est venue, amis, voisins, même des gens que nous connaissions à peine, mais qui avaient une bonne anecdote à raconter sur mon mari, parce que Jacques était ainsi, il laissait une bonne empreinte où qu'il aille. Il n'y avait jamais un homme si aimé dans la communauté, si respecté sans avoir besoin de l'exiger, si aimé sans demander d'amour. Dans cette fête, en voyant mon mari entouré de gens qu'il aimait, j'ai pensé, je suis la femme la plus chanceuse du monde. 40 ans avec cet homme et je retombe amoureuse de lui chaque jour. Je n'avais aucune idée que notre bonheur était compté. Et c'est que je ne savais pas que ce serait la dernière fête d'anniversaire de Jacques. Je n'avais aucune idée que le destin était en train de préparer le coup le plus cruel de ma vie et qu'après lui viendrait un autre encore pire. Ce fut un matin d'avril 2008 quand j'ai remarqué quelque chose de différent chez mon Jacques. Nous étions en train de prendre du café sur le porche comme toujours et de lire le journal que notre fils rapportait du village. Moi, en terminant de préparer une nouvelle cafetière, soudain, elle lui est tombée de la main, se brisant contre le sol en ciment. Quelle frayeur, Jack! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a regardé sa propre main comme s'il ne la reconnaissait pas, ensuite il m'a fait ce sourire qui me faisait toujours fondre et a dit que ce n'était rien, que la tasse avait glissé, mais je connaissais mon mari mieux que la paume de ma main, quelque chose n'allait pas. Cette semaine, j'ai remarqué qu'il commençait à laisser tomber plus de choses. La cuillère au déjeuner, les outils dans l'atelier, même le savon sous la douche. Tu dois aller chez le médecin, Jacques, ai-je insisté après l'avoir vu laisser tomber le 3e outil de la journée. Ce n'est que de la fatigue, femme, je n'ai pas bien dormi, rien de plus, mais ce n'était pas seulement cela et,
au fond, il le savait aussi. Après 2 semaines d'insistance, j'ai réussi à ce qu'il vienne avec moi à la clinique. La doctora Carmen, une jeune femme fraîchement diplômée qui était arrivée au village par un programme du gouvernement, a examiné Jacques avec soin. Monsieur Jacques, dit-elle avec un sérieux qui m'a glacé le sang, je vais vous orienter vers des examens à Philadelphie le plus tôt possible. Le voyage à Philadelphie fut long et silencieux, Jacques me serrait la main avec force comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Je priais en silence, promettant tout à Dieu, à la Vierge Marie, à tous les saints, n'importe quoi pour que ce ne soit pas quelque chose de grave, mais ça l'était. Après une batterie d'examens, le neurologue nous a donné le diagnostic qui changerait nos vies pour toujours. Sclérose latérale amyotrophique ou SLA, maladie qui irait paralysant tous les muscles du corps de mon Jacques jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger, parler, avaler, finalement, respirer. Combien de temps lui reste-t-il, docteur ? Ai-je demandé en contenant mes larmes. Il est difficile de le dire avec précision, Madame Genant, la maladie avance différemment chez chaque personne, ça peut être 1 an, ça peut être 3, rarement plus. Peut-être 3. Après 40 ans ensemble, c'est tout ce qui nous restait. Nous sommes retournés à Lancaster en silence, chacun perdu dans ses propres pensées, ses propres prières, son propre désespoir silencieux. Cette nuit-là, allongé dans notre lit, Jacques a pleuré pour la première fois depuis que je le connaissais, pas de forts sanglots, mais des larmes silencieuses qui coulaient sur son visage fatigué alors qu'il regardait le plafond. « Ce n'est pas juste, génie », a-t-il murmuré. Nous avions encore tellement de projets. J'ai séché ses larmes avec le drap, en ravalant les miennes. Quelqu'un devait être forte à ce moment-là, et mon Jacques avait été fort pour nous deux toute sa vie. Nous profiterons de chaque jour qui nous reste, mon vieux, lui ai-je dit, de chaque minute. Je prendrai soin de toi, comme tu as toujours pris soin de moi. Je soutiendrai tes jambes, tes bras, tout ce dont tu as besoin. Les mois suivants ont été comme des montagnes russes. Nous avons dû l'annoncer aux enfants, ce qui nous a brisé le cœur une fois de plus. Voir Marie, John et Lucie pleurer leur père encore vivant était comme un couteau dans la poitrine, mais après le choc initial, ils se sont unis autour de leur père comme un seul mur. John a pris entièrement en charge l'entreprise de menuiserie pour que son père puisse se reposer. Marie venait tous les jours après avoir donné des cours pour aider aux soins. Lucie a quitté son travail à Philadelphie et est rentrée à la maison pour être avec nous. Mon père est plus important que n'importe quelle carrière, a-t-elle dit quand j'ai essayé de la dissuader. Les voisins, les amis, toute la communauté s'est mobilisée. L'un a construit une rampe à l'entrée de la maison pour quand le fauteuil roulant serait nécessaire, un autre a adapté la salle de bain, quelqu'un apportait une nourriture différente chaque jour, un autre venait juste pour bavarder et distraire Jacques. Lancaster a démontré pourquoi elle avait toujours été connue comme une terre de foi et de solidarité. La maladie a progressé comme le médecin l'avait prédit. D'abord, Jacques a perdu de la force dans les mains, lui qui était si habile avec le bois ne pouvait plus bien tenir une fourchette, puis ce furent les jambes qui ont commencé à faiblir pendant les promenades matinales que nous aimions tant. Il avait besoin de mon soutien pour se déplacer dans la maison, mais le pire pour mon Jacques n'était pas la perte de mobilité, c'était la perte d'indépendance. Lui, qui avait toujours été le pilier de la famille, le fournisseur, le protecteur, avait maintenant besoin d'aide pour les choses les plus basiques. Je voyais cela comme une humiliation, même si j'insistais sur le fait que prendre soin de lui était un privilège, et non un fardeau. « Tu mérites quelque chose de mieux, génie », me disait-il les nuits où la tristesse parlait plus fort, « tu mérites un homme entier, pas cette moitié en laquelle je suis en train de me transformer. » « Ne dis pas ça, Jacques, lui répondais-je, allongé à ses côtés dans le lit, tu es le seul homme que j'ai aimé dans la vie, quoi qu'il arrive, dans la santé et dans la maladie. Tu te souviens ? C'est ce que j'ai promis devant Dieu. Même si la maladie progressait, nous essayions de maintenir une vie aussi normale que possible. Les jours de beau temps, j'emmenais Jacques sur le porche et nous nous asseyions là à regarder le mouvement de la rue, à saluer les voisins qui passaient. Il jouait encore un peu de la guitare, bien qu'avec une difficulté grandissante. Il racontait encore des histoires aux petits-enfants. Il me faisait encore rire avec ses blagues stupides. Il me regardait encore avec ses yeux qui semblaient sourire avant sa bouche. Une chose que Jacques insistait pour faire, même étant malade, était de préparer sa famille à son départ, pas au sens financier, nous n'avons jamais eu grand-chose, mais au sens émotionnel. Il appelait chaque enfant en privé pour de longues conversations, il a enregistré des vidéos pour que les petits-enfants les voient quand ils seraient plus grands. Pour moi, il a écrit des lettres avec l'aide de Lucie quand ses mains n'obéissaient plus, des lettres que je devais ouvrir à des moments spécifiques après son départ. Ainsi, tu ne seras jamais seul, m'a-t-il expliqué, je serai toujours là pour te guider, même quand je ne serai plus là physiquement. C'est pendant ces mois de maladie que nous avons fait plus ample connaissance avec Roger, le frère cadet de Jacques. Il vivait à Chicago depuis plus de 20 ans, ayant quitté Lancaster peu après notre mariage. Il maintenait un contact sporadique, un appel à Noël,
une visite tous les 5 ans, mais quand il a appris la maladie de son frère, il est venu en courant. Roger était l'opposé de Jacques dans presque tous les domaines. Là où mon mari était calme, il était explosif. Là où Jacques était généreux, il était mesquin. Là où mon vieux était travailleur, son frère semblait toujours chercher le chemin le plus facile, mais c'était de la famille et Jacques était sincèrement heureux de sa visite. Mon petit frère est venu me voir. Génie, n'est-ce pas merveilleux? Au début, Roger a même aidé. Il passait des heures à parler avec Jacques, à se souvenir d'histoires d'enfance, à le distraire de la douleur et de la situation difficile, il l'emmenait faire de petites promenades en voiture dans le village, ce que je ne pouvais pas faire seul. Il semblait sincèrement préoccupé par le bien-être de son frère, mais j'ai vite commencé à remarquer des choses étranges. Roger fouillait dans les tiroirs quand il pensait que personne ne le regardait, il posait des questions insistantes sur l'argent, sur la maison, sur l'entreprise de menuiserie, et il me regardait d'une manière qui me donnait la chair de poule. Ce n'était pas le regard d'un beau-frère, c'était le regard d'un prédateur qui évaluait sa proie. Je l'ai dit à Jacques, mais lui, voyant toujours le meilleur chez les gens, surtout dans sa famille, a minimisé mes inquiétudes. Roger a toujours été trop curieux depuis qu'il est petit, ça ne signifie rien, et cette façon de regarder est un trait familial. Je l'ai aussi, tu es juste en train de mal interpréter, Clara. Je ne voulais pas inquiéter mon mari, avec ce qui n'était peut-être que mon imagination. Après tout, nous étions tous stressés, fatigués, émotionnellement épuisés par la situation, peut-être que je voyais des choses là où il n'y en avait pas vraiment. Au début de 2009, environ 10 mois après le diagnostic, Jacques a empiré de façon drastique, il ne pouvait plus bien avaler, il avait besoin d'aliments broyés, son discours est devenu confus, difficile à comprendre pour quiconque ne vivait pas avec lui quotidiennement, sa respiration de plus en plus laborieuse nécessitait un équipement d'oxygène que l'hôpital a fourni grâce à l'intervention du docteur Carmen. C'est alors que j'ai réalisé que la fin était proche désormais. Mon Jacques, qui n'abandonnait jamais, a commencé à dire au revoir, pas avec des mots directs, son discours était déjà trop compromis, mais avec des gestes, des regards, des poignées de main faibles mais significatives. Un après-midi, alors que nous étions seuls dans la chambre, il a fait un effort énorme pour parler. « Clara, je t'ai aimé chaque jour plus que le précédent. » a-t-il dit avec difficulté, les larmes coulant sur son visage émacié, « J'ai été plus heureux que je ne le méritais. » Moi aussi, mon vieux, ai-je répondu en pleurant avec lui. Chaque jour à tes côtés a été un cadeau divin. À l'aube du 15 mars 2009, je me suis réveillée avec une sensation étrange. Quelque chose avait changé dans la pièce, dans l'air, dans l'énergie. J'ai regardé Jacques à mes côtés et je l'ai su immédiatement. Sa poitrine ne bougeait plus, sa main, que je tenais pendant le sommeil comme je l'avais fait pendant des décennies, était étrangement détendue. Mon Jacques était parti pendant son sommeil, comme il a toujours dit qu'il voulait partir, sans chichi, sans drame, comme quelqu'un qui quitte discrètement une fête après s'être bien amusé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, je me suis juste allongée à ses côtés en embrassant son corps encore chaud et j'ai pleuré en silence, en le remerciant pour les 40 années que nous avons passées ensemble, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour chaque souvenir précieux que nous avons construit. Seulement quand le soleil a commencé à se lever, je me suis levée pour appeler les enfants et leur annoncer la nouvelle que nous savions tous qu'elle arriverait, mais à laquelle personne n'est vraiment préparé. La veillée funèbre a été comme Jacques l'aurait souhaité, simple, sans excès, mais pleine de gens qu'il aimait vraiment. La maison était trop petite pour tant de personnes venues lui rendre un dernier hommage, des gens qui l'avaient aidé tout au long de sa vie, des meubles qu'il avait réparés gratuitement, des personnes à qui il avait donné des conseils, des enfants pour qui il avait fait des jouets, chacun avec une belle histoire à raconter sur mon mari. Roger a attiré l'attention lors de la veillée funèbre avec son comportement, alors que tous contenaient leur deuil, il pleurait scandaleusement, se jetait sur le cercueil, faisait des scènes qui semblaient plus théâtrales que sincères. Mon frère, mon petit frère, criaient comme s'ils avaient été inséparables toute leur vie et non pratiquement des étrangers qui se parlaient à peine. Cela m'a semblé étrange, mais je l'ai attribué à la façon différente dont chacun gère la douleur. Certains sont plus contenus, d'autres plus expressifs. Ce n'était pas le moment de juger, seulement de nous soutenir dans ce moment difficile. Après l'enterrement, nous sommes rentrés à la maison, maintenant si vide sans la présence de Jacques. Les enfants voulaient rester avec moi, mais je leur ai demandé de retourner dans leur foyer, dans leur famille, dans leur vie. J'avais besoin de ce temps seul pour dire au revoir à ma manière, pour commencer à apprendre à vivre dans ce monde où mon compagnon de 4 décennies n'existait plus. « Tu ne peux pas rester seule, maman », a insisté John. « Viens vivre avec Teresa et moi, nous avons beaucoup de place. »« Non, mon fils, cette maison a été le dernier cadeau de ton père pour moi, chaque coin a un petit morceau de lui, je ne peux pas partir maintenant. » À contre-cœur, ils ont accepté, mais ont promis de me rendre visite tous les jours, en alternant pour que je ne sois jamais seule longtemps. Roger a également proposé de rester, au moins jusqu'à ce que tous les papiers soient réglés, a-t-il dit. J'ai fini par accepter. Après tout, c'était le frère de Jacques, de la famille, et j'avoue que l'idée d'affronter la première nuit seule dans cette maison pleine de souvenirs me terrifiait.
Je n'imaginais pas que j'invitais le loup dans ma bergerie, que cette décision prise au moment de la plus grande fragilité de ma vie déclencherait des événements qui changeraient mon destin pour toujours, le jour. Après l'enterrement de Jacques, je me suis réveillée, désorientée. Pendant une seconde, j'ai cherché son corps à mes côtés dans le lit, comme je l'avais fait chaque matin depuis 40 ans. Ensuite, la réalité m'a frappée comme un coup de poing en plein estomac. Il n'était plus là, il ne reviendrait jamais plus. J'ai pleuré doucement avec le visage enfoui dans son oreiller, qui conservait encore son odeur. C'est alors que j'ai entendu frapper à la porte de la chambre. Jenny, ¿es tu réveillé? J'ai fait du café, c'était la voix de Roger. J'ai rapidement séché mes larmes et répondu que j'allais y aller. Je ne voulais pas qu'il me voie pleurer. Quelque chose dans la façon dont il considérait ma vulnérabilité me mettait profondément mal à l'aise. Les premiers jours après la mort de Jacques se sont écoulés dans une sorte de brouillard. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme, effectuant des tâches quotidiennes mécaniquement. Mes enfants venaient tous les jours, comme il avait promis. Ils apportaient de la nourriture, des nouvelles, essayaient de me remonter le moral, mais dès qu'ils partaient, je revenais à cet état d'engourdissement. Roger semblait essayer d'aider sincèrement. Il s'occupait du jardin, qui avait été la fierté de Jacques, réparait de petites choses dans la maison, recevait les visites de condoléances qui arrivaient encore. Le soir, il s'asseyait avec moi sur le porche et parlait de son frère, se souvenant d'histoires de son enfance que je n'avais jamais entendues. Jacques a toujours été le droit, le plus responsable, disait-il. Depuis qu'il était petit, il voulait tout faire bien, plaire à nos parents. J'étais l'opposé, rebelle, têtu, cherchant toujours le chemin le plus facile. Dans ces conversations, il semblait y avoir une sorte de regret chez Roger, comme s'il regrettait de ne pas avoir été plus proche de son frère, de ne pas avoir mieux profité des années qu'ils ont eues. La vie passe si vite, Jenny. Un jour, tu te disputes avec ton frère pour une broutille, le lendemain il est mort et tu te rends compte que tu as gaspillé un temps précieux. Ces mots ont touché mon cœur droit. En tant que veuve récente, j'ai aussi pensé à toutes les petites discussions que j'avais eues avec Jacques au fil des années, des moments d'impatience ou d'irritation qui semblaient désormais si insignifiants. Environ une semaine après l'enterrement, Roger a commencé à parler d'affaires pratiques. La maison, les biens de Jacques, comment il comptait me soutenir désormais. Est-ce que Jacques a laissé une assurance ou des économies? Non, répondis-je avec honnêteté. Nous n'avions pas grand-chose, ce que je gagnais à l'atelier couvrait à peine les besoins de la famille. Ces dernières années, avec la maladie, nous avons dépensé le peu que nous avions réussi à mettre de côté. Et la maison, est-elle à ton nom? Ou est-elle au nom de vous deux? J'aimerais qu'elle redevienne à moi seule, je suppose. Roger resta pensif, comme s'il calculait quelque chose en tête. Tu sais que, selon la loi, la moitié des biens de mon frère devrait revenir aux enfants, n'est-ce pas? Et comme il n'a pas laissé de testament, techniquement, moi aussi, j'aurais droit à une partie de ceci. Cela m'a beaucoup alarmée. Je n'avais jamais pensé en termes purement légaux. Jacques et moi avons toujours tout partagé sans aucune formalité. L'idée que quelqu'un puisse réclamer une partie de notre maison, le dernier cadeau que mon mari m'avait fait, était très inquiétante. Ce n'est pas correct, Roger. Jacques a construit cette maison pour moi, pour notre famille entière. Il n'a jamais voulu qu'elle soit divisée entre nous. Bien sûr, recula-t-il, souriant d'une manière qui n'atteignait pas son regard. Je t'explique juste comment ça marche légalement, ne t'en soucie pas pour le moment. Mais la graine de l'inquiétude était déjà semée. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi, pensant à ce que Roger avait bien dit. Le matin, quand Marie est venue me rendre visite, j'ai évoqué cette conversation. Ne fais pas attention à ce que dit l'oncle Roger, maman, me rassura-t-elle. Aucun de nous ne va rien demander de la maison, elle est entièrement à toi. C'était le rêve de toi et de papa, et je suis sûre que l'oncle Roger ne fera pas non plus d'histoire avec ça. Ces paroles m'ont un peu calmée, mais quelque chose dans le comportement de Roger avait changé. Il a commencé à boire plus de vin au déjeuner, et du whisky le soir. Il me regardait d'une manière qui me mettait mal à l'aise, comme s'il m'évaluait, et faisait des commentaires de plus en plus fréquents sur le fait que j'étais bien conservée pour mon âge. Jacques a eu de la chance, dit-il un soir, déjà visiblement altéré par l'alcool. 40 ans avec une femme comme toi. Si c'était moi, je ne te laisserais jamais sortir de ce lit. Je suis restée glacée devant ce commentaire, ne sachant pas comment réagir. J'ai feint de ne pas comprendre l'insinuation et j'ai rapidement changé de sujet, mais la sensation d'inconfort est restée comme un poids sur mon estomac. Les nuits suivantes, j'ai commencé à fermer la porte de ma chambre à clé. Je me disais que j'étais paranoïaque, que Roger était juste un homme sans filtre social, surtout quand il buvait, qu'il ne ferait jamais rien contre moi, la veuve du frère qu'il disait tant aimer et respecter. Le dimanche, 2 semaines après la mort de Jacques, nous avons organisé un déjeuner familial.
Tous les enfants sont venus avec leurs conjoints et leurs propres enfants. Pendant quelques heures, la maison est revenue à la vie, pleine de bruit et de mouvement. Ce bref moment de normalité a été comme un baume pour mon âme blessée. Roger a participé au déjeuner, plus contenu dans sa consommation d'alcool par la présence des neveux. Il semblait parfaitement normal, amical, et même affectueux. Une fois de plus, j'ai pensé que mes soupçons à son sujet étaient exagérés, le résultat de mon état émotionnel fragile. Après le départ de tout le monde, Roger m'a aidé à nettoyer la cuisine. Nous parlions de choses triviales pendant que nous faisions la vaisselle. Le temps, qui restait sec, les nouvelles à la télévision, la vitesse à laquelle les petits-enfants grandissaient. Tu as une très belle famille, Jenny, commenta-t-il en rangeant les derniers verres propres. Jacques doit être fier de nous regarder d'en haut. J'espère que oui, répondis-je, sentant les larmes revenir chaque fois que je parlais de Jacques au passé. La réalité de son absence me frappait avec une force renouvelée. Ne pleure pas, dit Roger, s'approchant et plaçant sa main sur mon épaule. Jacques ne voudrait pas te voir comme ça. Le geste aurait pu être réconfortant, mais il y avait quelque chose de plus. La main qui glissa de l'épaule à mon dos, descendant plus que de raison, le corps qui se rapprocha trop du mien, le souffle chaud dans ma nuque. Je me suis écartée brusquement, surprise. « Qu'est-ce que tu fais, Roger ?»« Allons, Jenny, ne fais pas l'innocente, » répondit-il, sa voix changeant pour quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, froide, calculatrice. « Tu crois que je n'ai pas remarqué comment tu me regardes, comment tu me fais des avances. »« Tu as faux ?» m'exclamai-je, véritablement choqué. « Je viens de perdre mon mari, ton frère, et alors ? La vie continue. Tu es une femme expérimentée, je suis un homme seul, nous sommes des adultes, nous savons ce que nous voulons. » J'ai essayé de sortir de la cuisine, mais il m'a bloqué le passage, me coinçant contre l'évier. L'odeur d'alcool dans son haleine était forte, même s'il n'avait pas beaucoup bu pendant le déjeuner. Je me suis rendu compte alors qu'il devait avoir bu en cachette, probablement depuis tôt. « Laisse-moi passer, Roger, ce n'est pas bien. » « Ce qui n'est pas bien, c'est que tu fasses la difficile après des semaines à me provoquer, » grogna-t-il, m'attrapant le bras avec force. « Tu crois que je n'ai pas vu comment tu te promènes dans la maison, comment tu portes ces vêtements provocateurs. » Je me suis regardé moi-même, incrédule. Je portais une jupe longue et un chemisier à manches longues, des vêtements simples du dimanche que j'avais portés pendant des années, rien de remottement provocateur. Je me suis rendu compte alors que je n'avais pas affaire à un homme rationnel, la boisson, le deuil de son frère ou peut-être une malice qui a toujours été là, cachée, avait transformé Roger en quelqu'un de dangereux. « Nos enfants seront ici dans quelques instants, » mentis-je, essayant de lui faire peur. John a dit qu'il reviendrait chercher le moule à gâteau qu'il a oublié. Il a hésité pendant une seconde et j'en ai profité pour le pousser et courir dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé et j'ai poussé une commode contre elle, tremblant de la tête aux pieds. J'ai entendu Roger crier de l'autre côté, frappant le bois, menaçant de l'abattre. « Si tu n'ouvres pas, tu me le dois, ingrate. Tu crois que je suis restée ici pourquoi, par charité ? Je suis venue prendre ce qui est mien de droit. » Pendant des heures, je suis restée recroquevillée sur le lit à l'écouter errer dans la maison, cassant des choses, criant des obscénités, promettant que je paierais pour l'avoir rejeté. À un moment donné, le bruit a cessé. J'ai pensé qu'il s'était peut-être endormi, trop ivre pour continuer son tourment. Vers 3 heures du matin, quand le silence durait depuis plus d'1 heure, j'ai décidé qu'il était sûr de sortir de la chambre. J'avais besoin d'atteindre le téléphone dans le salon pour appeler John, je ne pouvais pas passer 1 minute de plus sous le même toit que cet homme. Silencieusement, j'ai enlevé la commode, ouvrant la porte avec le maximum de soin pour ne pas faire de bruit. La maison était sombre et silencieuse. J'ai marché sur la pointe des pieds dans le couloir, guidé par la faible lumière qui entrait par la fenêtre du salon, c'est alors que j'ai senti le coup sur la nuque. Je n'ai pas vu qui m'a frappé, mais j'ai su immédiatement que c'était Roger. Soudain, la douleur a explosé aveuglante et je suis tombée à genoux. Avant que je puisse me remettre, il m'a attrapée par les cheveux, me traînant de nouveau dans la chambre. « Tu as cru que tu pouvais t'échapper, hein ? Que tu appellerais tes petits-enfants pour qu'ils te sauvent. » Ce qui a suivi fut le pire cauchemar qu'une femme puisse vivre. Roger, le frère de l'homme que j'avais aimé pendant 40 ans, m'a jeté sur le lit que j'avais partagé avec Jacques pendant des décennies, juste là, dans ce lieu sacré d'amour et de respect, il m'a violée brutalement, ignorant mes supplications, mes cris, mes larmes. Je me suis battue comme j'ai pu, griffant, mordant, poussant, mais il était plus fort, plus lourd, plus déterminé. Chaque fois que je résistais, il me frappait plus fort jusqu'à ce que mon corps, déjà affaibli par l'âge et le deuil, cesse simplement de se battre. « Ça y est, maintenant c'est mieux », a-t-il murmuré en commettant cette atrocité. J'ai toujours voulu ça, tu sais. Desde que te vi por primera vez en la tienda de tu padre,
pero Santo Jack llegó primero. Ces mots étaient aussi douloureux que l'acte physique, la révélation que cette haine, cette envie maladive avait existé. Pendant des décennies, fermentant dans l'âme de cet homme qui se faisait appeler le frère de Jacques. Cuando finalmente terminó, se levantó como si nada hubiera pasado, encendió un cigarrillo, mirándome con desprecio. Ce n'est pas grand-chose, Anne, Jacques a dû se lasser de toi rapidement. Je me suis blottie dans le lit, mon corps endolori, saignant à plusieurs endroits, mon âme en morceaux. Jamais de toute ma vie je ne m'étais sentie aussi violée, aussi humiliée, aussi détruite. Pourquoi ? Ai-je réussi à demander entre des sanglots, pourquoi me faire cela à la mémoire de ton frère ? Il a ri, un son froid qui ne semblait pas appartenir à un être humain. Jacques a toujours tout eu, l'amour de nos parents, le respect de la communauté, une famille parfaite, une épouse dévouée. Même dans la mort, il est sorti comme un héros, l'homme qui a lutté vaillamment contre la maladie. Dio otra calada al cigarrillo antes de continuar. Et moi, j'ai toujours été l'erreur, le problème, l'enfant que personne ne voulait. Eh bien, maintenant il n'a rien et cette maison, cette vie, toi, tout cela aurait dû être à moi depuis le début. Salió de la habitación dejándome sola con mi dolor y horror. Lo escuché rebuscar en los cajones de la sala, probablemente buscando documentos de la casa, dinero o cualquier cosa de valor que pudiera tomar. No sé cuánto tiempo estuve ahí, minutos u horas, no importaba, mi mundo acababa de colapsar por segunda vez en menos de un mes. Quand le premier rayon de soleil est entré par la fenêtre, quelque chose en moi s'est réveillé, peut-être un instinct primitif de survie ou la voix de mon Jacques murmurant depuis un endroit au-delà de cette vie, que j'avais besoin de lutter, que je ne pouvais pas laisser ce monstre gagner. Avec un effort surhumain, je me suis traînée hors du lit, chaque mouvement était une agonie tant physique qu'émotionnelle. Agarré la primera ropa que encontré y me la puse sin importar si estaba sucia o rota. Abrí lentamente la ventana del dormitorio, no podía arriesgarme a salir por la puerta y a encontrarme de nuevo con Roger. La ventana daba al patio trasero. Era una caída considerable para una mujer de mi edad, pero en ese momento no dudé, salté, aterrizando pesadamente en el suelo. El dolor en mis rodillas fue insoportable, pero me mordí los labios para no gritar. Arrastrándome entre las plantas que mi Jack había cultivado con tanto cuidado, logré llegar a la valla trasera. Il y avait une petite porte que nous utilisions rarement, mais qui représentait maintenant ma seule possibilité d'évasion. Para mí. Sorpresa y alivio. Estaba sin cerrar, tal vez Roger en su arrogancia ni siquiera había considerado que intentaría escapar en ese estado, o tal vez fue un último regalo de mi Jack, cuidándome incluso después de partir. Je suis sortie dans la rue déserte, le soleil encore bas à l'horizon. Il n'y avait personne autour, aucun voisin réveillé à cette heure-là. Mes enfants vivaient de l'autre côté de la ville, je n'y arriverais pas dans cet état. Fue entonces cuando recordé a Cindy, mi hermana menor, que vivía a solo 2 manzanas en una pequeña casa que compartía con su hija soltera. Nous avions toujours été proches, encore plus après qu'elle soit devenue veuve quelques années avant moi. Marchant comme je pouvais, m'appuyant sur les murs et les arbres le long du chemin, je suis arrivée chez elle. Chaque pas était un tourment, non seulement pour mon corps blessé, mais aussi pour la honte, l'humiliation que je portais en moi. Comment expliquerais-je ce qui s'était passé ? Comment mettrais-je cette horreur en mots ? J'ai frappé à sa porte avec le peu de force qui me restait. Quand Cindy a ouvert, le soleil illuminait déjà complètement mon état déplorable, le visage enflé, les lèvres coupées, les taches de sang sur mes vêtements, les ecchymoses qui commençaient à apparaître sur mes bras et mes jambes. Ses yeux se sont ouverts en grand, remplis de choc et d'horreur. Mon Dieu, génie, qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti, mon corps a finalement cédé et je suis tombée évanouie dans les bras de ma sœur. L'obscurité de l'évanouissement a été un soulagement bienvenu après l'enfer que j'avais vécu. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans le lit de Sandy, elle avait nettoyé mes blessures, changé mes vêtements et me regardait avec un mélange d'inquiétude et de fureur contenue. « Qui t'a fait cela, génie ?» a-t-elle demandé dès qu'elle a vu mes yeux ouverts. Est-ce que c'était un vol ? Quelqu'un est entré par effraction dans la maison. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, ma voix piégée par la douleur et le traumatisme. Sandy m'a offert de l'eau, tenant la tasse pour que je puisse boire, ce simple geste de soin, si différent de la brutalité que j'avais vécue quelques heures auparavant, a fait que les larmes reviennent avec force. C'est Roger, j'ai réussi à dire finalement, ma voix presque irreconnaissable même pour moi, le frère de Jacques, celui qui restait avec toi. J'ai acquiescé, incapable de développer davantage, mais je n'avais pas besoin.
Cindy a compris immédiatement ce qui s'était passé, j'ai vu dans ses yeux le moment exact où la compréhension l'a frappée, suivi d'une vague de colère si intense qu'elle a transformé son expression normalement douce. « Ce salaud » a-t-elle murmuré, les poings serrés, « je vais appeler la police tout de suite. »« Non. » ai-je exclamé avec plus de force que je ne croyais en avoir, « pas la police. »« Quoi veux-tu dire, génie ? Il doit payer pour ce qu'il a fait, c'est sûr. » Comment expliquer ma peur, ma honte, la réticence à exposer publiquement cette violation, à devoir raconter et raconter l'histoire à des policiers, des médecins, des voisins curieux, à voir mes enfants découvrir ce que leur oncle avait fait à leur mère, à me transformer aux yeux de tout Lancaster en la veuve qui a été violée par son beau-frère. « Je ne veux pas que personne le sache, dis-je finalement. Je ne peux pas, Sandy, je n'ai aucune force. » Ma sœur me regarda pendant un long moment, la colère dans ses yeux laissant place graduellement à une détermination froide et calculatrice que je n'avais jamais vue en elle auparavant. « C'est bien, génie, nous n'irons pas à la police pour l'instant, mais cela ne signifie pas que nous laisserons ce monstre impuni, il paiera pour ce qu'il a fait, je te le promets. » À ce moment-là, allongée dans le lit de ma sœur, avec le corps endolori, l'âme en morceaux, je ne pouvais pas imaginer comment elle prévoyait de tenir cette promesse, je n'avais aucune idée que Cindy, ma petite sœur, qui avait toujours été la tranquille de la famille, la conciliatrice, la pacifique, abritait en elle une capacité pour la justice ou la vengeance qui se révélerait bientôt, et que cette révélation changerait à jamais le cours de nos vies. Je suis restée dans la maison de ma sœur Cindy pendant 3 jours, cachée du monde comme un animal blessé. Elle a dit à mes enfants que j'étais là, mais a seulement mentionné que j'avais besoin de temps loin de la maison que je partageais avec Jacques, que les souvenirs devenaient trop lourds, ils ont compris, ou ont pensé comprendre, et ont respecté mon espace, envoyant seulement des messages affectueux par leur tante. Dans ce refuge temporaire, pendant que mon corps se remettait lentement des blessures physiques, mon esprit oscillait entre des états d'engourdissement absolu et des épisodes de panique incontrôlable. Parfois je passais des heures à regarder le mur sans rien voir réellement, d'autres fois n'importe quel bruit fort, une porte qui se ferme, une poêle qui tombe, me faisait sauter du lit en tremblant comme une feuille. Prête à me défendre d'une attaque qui n'existait que dans ma tête blessée. Cindy a pris soin de moi comme une mère prend soin d'un enfant malade, préparait des bouillons nutritifs que je pouvais à peine avaler, changeait les bandages de mes blessures avec des mains douces, peignait mes cheveux grisonnants, qui s'étaient transformés en une masse emmêlée la nuit de l'attaque, et le plus important, ne me pressait pas de parler, d'expliquer, de décider quoi faire ensuite. Le matin du 4e jour, pendant que nous prenions un café dans sa petite cuisine, Cindy a finalement rompu le silence sur le sujet qui planait entre nous tel un nuage sombre. « J'ai des nouvelles. Génie, Roger est toujours dans ta maison. » J'ai senti mon estomac se retourner, laissant tomber la tasse que je tenais, le café chaud s'est répandu sur la table, mais aucune de nous deux ne s'est déplacée pour nettoyer. « Comment le sais-tu ? » « J'ai mes manières, répondit Cindy avec une fermeté qui ne correspondait pas à sa nature douce. « Il est là, agissant comme si la maison était sienne, il a dit aux voisins que tu es allé rendre visite à des parents à Pittsburgh, que tu lui as demandé de s'occuper de tout pendant ton absence. » Cette information m'a frappé comme un coup de poing, il ne suffisait pas de m'avoir violée de la pire manière possible. Maintenant Roger s'appropriait ma maison, ma vie, effaçant mon existence comme si c'était une nuisance qui devait être éliminée. « Nous devons faire quelque chose, génie, continua Cindy en plaçant sa main sur la mienne, il ne peut pas rester avec ce qui t'appartient, ce qui était à Jacques. » La mention du nom de mon mari a réveillé quelque chose en moi, un désir de colère, d'indignation, qui a traversé le brouillard de douleur et de honte qui m'enveloppait, car il avait construit cette maison de ses propres mains, pour moi, pour notre famille, c'était notre sanctuaire, notre coin de paradis, et maintenant son propre frère, l'homme qui devrait honorer sa mémoire, profanait tout cela. « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» demandai-je, ma voix encore faible, mais avec un ton différent de celui que j'avais utilisé ces derniers jours, j'ai déjà dit que je ne veux pas aller à la police. Cindy me regarda longuement, comme si elle évaluait si j'étais prête à écouter ce qu'elle avait à dire, puis, avec une décision apparemment prise, elle se leva et alla dans sa chambre, revint avec une boîte de bois sculpté que je reconnus immédiatement. Cela avait été autrefois un cadeau de Jacques pour elle, elle ouvrit la boîte sur la table, révélant son contenu, un cahier ancien, quelques documents jaunis et une petite clé de métal que je ne reconnaissais pas. « Te souviens-tu de grand-maman Eunice ?» demanda Cindy en prenant le cahier. Bien sûr que je me souvenais d'elle, notre grand-mère maternelle, Eunice, avait été une figure remarquable dans notre enfance, une femme forte et indépendante qui a élevé 5 enfants seuls après la mort de son mari dans un accident de construction de chemin de fer dans les années 30. Une veuve avec 5 jeunes enfants avait peu d'options pour survivre, spécialement dans la Pennsylvanie rurale, mais grand-mère Eunice n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Bien sûr que je me souviens d'elle, qu'est-ce que ça a à voir avec ça ? Grand-mère Eunice n'était pas seulement la guérisseuse et sage-femme que tous connaissaient, expliqua Cindy en ouvrant soigneusement le cahier, elle avait d'autres connaissances, des connaissances que les femmes de notre famille transmettaient de génération en génération, mais seulement à celles qui en avaient réellement besoin. Je regardais ma sœur sans comprendre ce que les connaissances anciennes de notre grand-mère avaient à voir avec ma situation actuelle.
Jenny, te souviens-tu de l'histoire du colonel Atkins? Le nom réveilla un souvenir ancien, presque oublié. Le colonel Atkins avait été le propriétaire terrien le plus puissant de la région quand nous étions petites filles. Un homme cruel connu pour abuser des filles des travailleurs dans sa ferme, pour expulser des familles entières de leurs terres sans préavis, pour faire frapper quiconque osait le défier. Vaguement, je me souviens, il est mort quand nous étions petites. Il n'est pas mort, confirma Cindy en feuilletant le cahier jusqu'à trouver la page qu'elle cherchait, d'une maladie mystérieuse, se consumant lentement, perdant du poids, ayant de terribles hallucinations, les médecins n'ont jamais découvert ce qu'il avait. Et qu'est-ce que cela a à voir avec nous? Cindy poussa le cahier vers moi, signalant une page écrite à la main avec une calligraphie élégante que je reconnus comme celle de notre grand-mère. Lis ceci, dit-elle, ce que j'ai vu sur cette page me glaça le sang. C'était une recette détaillée et précise pour un poison lent et pratiquement indétectable, fait avec des herbes et des racines qui poussaient autour de Lancaster. La recette était accompagnée de notes méticuleuses sur la dose, les symptômes attendus et le temps jusqu'au résultat final. Es-tu en train de dire que grand-mère? Eunice? Je suis en train de dire que le colonel Atkins a violé notre tante Josephine quand elle avait seulement 14 ans, répondit Cindy, sa voix ferme mais basse, comme si elle craignait que les murs aient des oreilles et que grand-mère ne pouvait pas aller à la police parce que le shérif dînait dans sa maison tous les dimanches, elle ne pouvait pas obtenir justice par des moyens officiels, alors elle l'a fait à sa manière. La révélation me coupa le souffle. Notre grand-mère, la dame respectée par toute la communauté, la guérisseuse qui soignait les enfants avec des herbes et des prières, avait empoisonné délibérément un homme. Aussi terrible que soit son crime, et il allait à l'encontre de tout ce que je pensais savoir sur notre famille, nos valeurs. Et tu es en train de nous suggérer que... Je suis en train de suggérer que la justice des hommes ne sert pas toujours les femmes, Jenny, spécialement les femmes comme nous, déjà âgées, sans pouvoir ni voix. Si tu vas à la police, que crois-tu qu'il va se passer? Dans le meilleur des cas, ils douteront de toi, ils diront que tu es confuse par le deuil. Dans le pire, Roger, un homme, le frère de ton défunt mari, donnera une histoire convaincante et tu seras la veuve folle qui a inventé un viol. Ces paroles étaient dures, mais justes. J'avais entendu des histoires similaires auparavant, de femmes qui ont essayé de dénoncer des abus et ont fini encore plus traumatisées par le système qui est censé les protéger. Je ne dis pas que c'est la seule option, continua Cindy en voyant mon hésitation, je dis que c'est une option, celle que notre grand-mère a utilisée quand elle n'avait pas d'autre alternative. J'ai fermé le cahier, et l'ai repoussé vers ma sœur. Ma tête tournait, pleine de possibilités, de peurs et de doutes moraux. J'avais été élevée pour respecter la loi, pour croire en la justice, pour faire confiance au système, mais le système avait fait défaut tant de fois, même quand Jacques est tombé malade et que nous avions besoin de médicaments que Médicare ne fournissait pas, quand nous avons perdu notre premier bébé parce que l'hôpital le plus proche était à des heures de distance. J'ai besoin de réfléchir, dis-je finalement, c'est trop important pour le décider comme ça. Cindy acquiesça et rangea le cahier dans la boîte. Réfléchis, mais ne tarde pas trop. Chaque jour qui passe, Roger s'implante davantage dans ta maison, raconte son histoire à plus de personnes, rendant plus difficile de réclamer ce qui t'appartient légitimement. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée à regarder le plafond, en pensant à ce que Cindy avait révélé, aux options que j'avais devant moi. Je pouvais aller à la police, affronter le douloureux processus de dénoncer un viol, avec tous les examens invasifs, les témoignages humiliants, l'exposition publique. Je pouvais essayer de récupérer ma maison par des moyens légaux, mais cela signifierait un processus long, coûteux et incertain. Ou je pouvais suivre le chemin de ma grand-mère, à Eunice, un chemin sombre, dangereux. Et définitif. Tôt le matin, je me suis levée et je suis allée à la cuisine pour boire un verre d'eau. À ma surprise, j'ai trouvé Cindy assise à la table, en train de prendre du thé, comme si elle m'attendait. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demandai-je en m'asseyant en face d'elle. « Non, depuis que j'ai su ce qui t'est arrivé, » répondit-elle, en poussant une tasse vide vers moi et en la remplissant de thé de la théière. « Je n'arrête pas de penser à ce que grand-mère ferait. »« Ah, Eunice à ta place. »« Je crois qu'on sait déjà ce qu'elle ferait, » répondis-je en prenant une gorgée de thé. C'était de la camomille, douce et réconfortante. « Oui, » acquiesça Cindy, mais la décision n'est pas la sienne, elle t'appartient. Nous nous sommes assises en silence pendant quelques minutes, chacune perdue dans ses pensées. Dehors, un coq chanta prématurément, annonçant une aube qui était encore à des heures de là. Si nous décidons de suivre le chemin de grand-mère, Commons Vaslant, comment ferions-nous? Roger n'acceptera sûrement rien qui vienne de moi, maintenant. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de ma sœur. Ce n'était pas un sourire heureux, c'était le sourire de quelqu'un qui voit un plan se former. « Tu n'as pas besoin qu'il sache que ça vient de toi, » répondit-elle en prenant la dernière gorgée de son thé. « J'ai une idée. » Dans les heures suivantes,
Pendant que le village dormait encore, nous avons élaboré un plan. Ce n'était pas parfait, il avait des failles, des risques, des moments où cela dépendrait plus de la chance que de la préparation, mais c'était un plan, et à ce moment-là, avoir un plan, n'importe quel plan, était comme un phare dans une nuit orageuse. Nous allons avoir besoin de l'aide de Tantio, dit Cindy, en se référant à la fille aînée de notre grand-mère, notre tante qui avait continué l'héritage d'Union comme guérisseuse et connaisseuse des herbes des champs. Elle a accès à toutes les plantes dont nous avons besoin, et personne ne se demandera si elle récolte des herbes médicinales. J'acquiesçai, réalisant que le plan de Cindy était plus avancé qu'il n'y paraissait au début. Elle avait probablement pensé à tout cela pendant les jours où elle s'occupait de moi en silence, planifiant pendant que je me rétablissais. Et comment ferons-nous pour que Roger prenne quoi que ce soit? Laisse-moi faire, répondit Cindy, avec une confiance qui ne correspondait pas à sa nature normalement prudente. Roger ne me connaît pas bien, mais il sait que je suis ta sœur. Si je me présente à la maison avec une histoire convaincante, il baissera sa garde. L'idée que ma sœur s'approche de ce monstre m'alarmait. Non, Cindy, c'est trop dangereux. Vé ce qu'il m'a fait, il te l'a fait parce qu'il était obsédé, parce qu'il avait cette fixation maladive depuis que nous étions jeunes. Avec moi, ce sera différent, je ne suis que la sœur insignifiante, la vieille fille qu'il a à peine remarquée quand il était ici avant. Je n'étais pas convaincue, mais Cindy avait raison sur un point. Nous avions besoin de quelqu'un qui puisse s'approcher de Roger sans éveiller les soupçons, et cette personne ne pouvait pas être John. Quand le soleil s'est finalement levé, notre plan était tracé avec tous les détails possibles. Ce n'était pas un plan pour tuer, nous n'étions pas des assassins, malgré ce que suggérait le cahier de grand-mère Yunieni, c'était un plan pour incapaciter, pour récupérer ce qui m'appartenait légitimement, pour nous assurer que Roger ne pourrait plus jamais faire à une autre femme ce qu'il m'avait fait. La tante est arrivée peu après le petit déjeuner, apportant un sac de paille rempli d'herbes fraîches. À 78 ans, elle était toujours une femme impressionnante, grande, mince, avec les cheveux blancs toujours ramassés en un chignon sévère et des yeux qui semblaient lire dans l'âme. Quand Cindy lui a raconté ce qui m'était arrivé, pas tous les détails sordides, mais assez pour comprendre la gravité, son expression n'a pas changé, mais quelque chose dans ses yeux s'est assombri. Certains serpents ont besoin qu'on leur arrache les crocs, dit-elle simplement, en commençant à trier les herbes sur la table de la cuisine. Je vais préparer quelque chose qui le laissera faible comme un poussin, confus comme un ivrogne, mais vivant pour qu'il se souvienne chaque jour du mal qu'il a fait et de la punition qu'il a reçue. Pendant que Tante Joe préparait sa mystérieuse potion, Cindy sortit pour mettre en marche la première partie du plan. Je suis allée à ma maison, ou ce qui avait été ma maison jusqu'à récemment, pour explorer les lieux, voir comment Roger se comportait et s'il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Elle est revenue quelques heures après, le visage sérieux mais déterminé. Il est seul, a-t-elle annoncé. Il semble qu'il ait commencé à boire tôt. La maison. Jenny a détruit beaucoup de choses, a cassé les cadres de photos de toi et de Jacques, a déchiré les rideaux que tu avais cousus, utilise ta chambre comme si c'était la sienne. Ces mots ont ravivé la colère que j'avais ressentie brièvement le matin précédent. Ce n'était pas seulement l'attaque contre moi, c'était la profanation de la mémoire de mon Jacques, la destruction du foyer que nous avions construit ensemble. Cela semblait d'une certaine manière encore plus impardonnable. J'ai aussi découvert autre chose, a continué Cindy en baissant la voix. Il a une arme. Je l'ai vu quand il a ouvert le tiroir de la commode pour prendre des cigarettes, elle est gardée là, enveloppée dans un tissu. Cette information compliquait notre plan. Affronter un homme violent était une chose, en affronter un violent et armé en était une autre, très différente. Nous devons reconsidérer, ai-je dit en sentant la peur revenir me dominer. C'est trop risqué, non? Non, a répondu Cindy avec une fermeté surprenante. C'est précisément pour cela que nous devons agir au plus vite. S'il a une arme, le danger ne fait qu'augmenter avec le temps, et maintenant nous savons que nous devons être encore plus prudentes. Tantio, qui avait écouté la conversation pendant qu'elle travaillait, a levé les yeux du liquide sombre qui bouillait dans une petite casserole. La préparation sera prête au crépuscule, a-t-elle annoncé. 3 gouttes suffisent pour laisser un homme sans force dans les jambes, 5 pour le faire délirer pendant des heures. La tante a laissé la phrase en suspens, mais la signification était claire. Cette goutte serait fatale. Ce n'était pas notre objectif. Aussi terrible que soit le crime de Roger, nous ne voulions pas sa mort sur notre conscience, nous voulions la justice, pas une vengeance sanguinaire. 5 gouttes, ai-je dit finalement en prenant ma décision. Suffisant pour l'incapacité et nous permettre de reprendre la maison sans danger. Mais pas davantage. Cindy et Tante Joe ont acquiescé, apparemment satisfaites de mon choix. Le plan était établi. Cindy irait à ma maison au crépuscule en apportant une bouteille de vin comme offrande de paix, elle dirait à Roger que je lui avais parlé de notre dispute, minimisant brutalement ce qui s'était réellement passé, et qu'elle était là pour servir de médiatrice, pour essayer de trouver une solution qui fonctionnerait pour tous.
Le vin, bien sûr, serait préparé avec les 5 gouttes de la potion de Tante Jo, ce serait suffisant pour que Roger prenne quelques gorgées et commence à en sentir les effets. Quand il serait complètement incapable, Cindy m'appellerait et ensemble nous récupérerions la maison, le pistolet et tout document qu'il aurait pu trouver. Et après ? Ai-je demandé en réalisant que notre plan n'allait que jusqu'à ce point. Qu'est-ce qu'on fait de lui ensuite ? Nous le déposons à la gare routière avec un billet aller simple pour Chicago, a répondu Cindy immédiatement. S'il se réveille pendant le voyage, il sera trop loin pour revenir facilement et, dans l'état où il sera, il ressemblera seulement à un autre ivrogne dormant dans le bus. Le plan n'était pas parfait, mais c'était le mieux que nous pouvions faire étant donné les circonstances, et le plus important, cela n'impliquait de tuer personne, seulement de récupérer ce qui m'appartenait légitimement et de nous assurer que Roger ne puisse plus jamais me faire de mal. Quand le soleil a commencé à se coucher, Cindy s'est préparée à sortir, elle portait une robe simple mais jolie, elle s'était coiffée soigneusement, elle avait même mis un peu de rouge à lèvres, tout pour paraître le plus inoffensif possible, seulement une femme d'âge moyen qui essayait d'aider à résoudre un conflit familial. « Fais attention », l'ai-je supplié en l'embrassant fort. « Si tu sens quelque chose d'étrange, pars immédiatement, cela ne vaut pas la peine de risquer ta vie pour une maison. »« Ce n'est pas seulement une maison, génie, » a-t-elle répondu en me rendant mon étreinte. « C'est la justice pour toi, pour la mémoire de Jacques, pour toutes les femmes que des hommes comme Roger pensent pouvoir utiliser et jeter sans conséquence. » Pendant que je voyais ma sœur partir avec la bouteille de vin soigneusement préparée, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. J'étais sur le point de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de faire. Utiliser des connaissances ancestrales pour incapaciter un homme, pour récupérer par la force ce qui m'avait été enlevé par la force, le chemin de ma grand-mère, un chemin que je n'ai jamais pensé que je suivrais, mais comme l'a dit Cindy, la justice des hommes ne sert pas toujours les femmes et cette nuit d'avril 2009, dans la petite ville de Lancaster. 2 dames aux cheveux gris étaient sur le point de démontrer que la justice, quand elle est refusée par les canaux officiels, trouve d'autres façons de se manifester. Les heures qui ont suivi le départ de Cindy ont été les plus longues de ma vie, chaque minute semblait s'éterniser comme si c'était une heure entière. Assise dans le salon de ma sœur, regardant fixement la petite horloge murale, je priais en silence, non seulement pour nos âmes, qui étaient sur le point de commettre quelque chose qui allait à l'encontre de tous les principes avec lesquels nous avions été élevés, mais principalement pour la sécurité de Cindy, qui à ce moment-là était dans la gueule du loup. Tante Jo est restée avec moi, silencieuse comme une sentinelle, ses mains ridées travaillaient sans arrêt sur un tissu qui semblait plus une façon de maîtriser son anxiété que de produire quelque chose de concret. De temps à autre, elle murmurait d'anciennes prières, mélangeant des saints catholiques avec des entités qui n'étaient jamais mentionnées dans l'église que nous fréquentions depuis l'enfance. « Tout ira bien », répétait-elle de temps en temps, comme si elle pouvait voir l'avenir dans les lignes entrelacées de son tissu. La justice finit toujours par triompher. Vers 21h, quand mon anxiété était déjà à son comble, nous avons entendu les 3 coups rapides à la porte, le signal convenu. J'ai bondi, ignorant les douleurs qui persistaient encore dans mon corps maltraité, et j'ai couru pour ouvrir. Cindy était là, essoufflée, avec le visage tendu mais déterminé. « Ça a fonctionné », dit-elle simplement. « Il est complètement hors de lui, il a bu presque une demi-bouteille avant de délirer. T'a-t-il fait du mal ? Ai-je demandé en l'examinant des pieds à la tête à la recherche de tout signe de violence. Il n'en a pas eu l'occasion, répondit-elle avec un petit sourire satisfait. Les herbes de Tante Jo sont plus rapides que nous le pensions, 3 gorgées et il a déjà commencé à transpirer, après 10 minutes il ne pouvait plus se lever de sa chaise. Tante Jo, qui s'était approchée silencieusement, acquiesça avec approbation. Son corps doit être faible à cause de la boisson, le mélange avec l'alcool potentialise son effet. Nous devons y aller maintenant, continua Cindy en prenant déjà un manteau pour moi. Nous ne savons pas combien de temps il restera comme ça. Le chemin vers ma maison s'est fait en silence, chacune absorbée dans ses propres pensées. La nuit était claire, avec une lune presque pleine illuminant les rues désertes de Lancaster, peu de gens étaient dehors à cette heure, quelques jeunes revenant du travail, une paire de chiens errants, personne qui prêtait beaucoup d'attention à 3 dames marchant précipitamment. Quand nous sommes arrivés à la porte de ma maison, la maison que Jacques avait construite avec tant d'amour pour nous, j'ai hésité. C'était étrange de devoir entrer furtivement dans mon propre foyer comme une voleuse. Encore plus étrange était de savoir qu'à l'intérieur se trouvait l'homme qui avait détruit ma paix, ma sécurité, ma confiance dans le monde. « Il est dans le salon », murmura Cindy comme si elle pouvait lire mes pensées. Je l'ai laissé sur le grand canapé, il ne peut pas bien bouger, mais il est conscient, disant des choses insensées, mais conscient. Je risquai un Honda au plus profond de mon âme et poussai la porte. L'odeur fut la première chose que je remarquai, un mélange de cigarettes, d'alcool et de sueur, si différent de l'arôme de lavande et de bois qui avait toujours caractérisé notre maison, comme si Roger avait réussi à corrompre même l'air que nous respirions là-bas. Et alors je l'ai vu,
assis, ou plutôt vautré sur le canapé qui avait été à mon Jacques, avec la tête pendante sur le côté, les yeux vitreux, fixés sur un point invisible. Une fine ligne de bave coulait depuis la commissure de sa bouche, tachant sa chemise déjà sale de vin. Il ressemblait à une version grotesque et déformée de l'homme qui m'avait attaqué quelques jours auparavant. En nous voyant entrer, ses yeux essayèrent de se concentrer sans succès, il murmura quelque chose d'inintelligible, un mélange de mots déconnectés et de sons gutturaux. Il essaya de se lever, mais ses jambes n'obéirent pas et il retomba sur le canapé avec un bruit sourd. « Qu'est-ce que vous m'avez fait » réussit-il finalement à articuler, chaque mot sortant traîné comme s'il pesait une tonne. « Justice » répondis-je simplement, me surprenant de la fermeté dans ma voix, seulement justice. Pendant que Cindy et Tantio commençaient à chercher dans la maison le pistolet et tout document important, je m'approchai lentement de Roger. Je ne ressentais plus de peur, il était clairement incapable de me faire du mal physiquement dans cet état. Ce que je ressentais était un mélange de dégoût, de pitié et une étrange sensation de pouvoir que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Pourquoi, Roger » demandai-je, m'arrêtant à une distance sûre. « Pourquoi me faire ça ?» J'étais la femme de ton frère, je venais de perdre mon compagnon depuis 40 ans. Il rit, un son grotesque, plus comme un étouffement. Toujours prête, je voulais depuis le premier jour. Jacques a toujours tout eu, moi rien. Cette confidence, même venant de la bouche d'un homme clairement délirant, confirma ce que je soupçonnais déjà. Ce n'avait pas été un acte impulsif, motivé seulement par l'alcool ou l'opportunité, c'était quelque chose que Roger avait hébergé en lui pendant des décennies, un désir malade mélangé à de l'envie envers son propre frère. Et tu pensais que me violer arrangerait ça? Qu'est-ce qui te ferait te sentir mieux, plus puissant? Tu es aime? Balbutia-t-il, ses yeux essayant de me fixer sans succès. Toutes aiment ça. Ces mots ont allumé une colère que je ne savais pas qui exista encore en moi. Toutes? Combien d'autres femmes avaient subi la même horreur aux mains de ce monstre? Combien avaient été réduites au silence, humiliées, détruites par lui? Je l'ai trouvé, s'exclama Cindy, revenant au salon avec un revolver enveloppé dans un tissu, exactement comme il l'avait décrit, il était là où je l'ai vu, dans le tiroir de la commode, et j'ai aussi trouvé ça. Elle me remit un dossier rempli de papiers, d'actes, de documents bancaires, même le testament que Jacques avait fait quand il a su sa maladie, laissant tout à moi et aux enfants. Apparemment, Roger planifiait une sorte de stratagème légal, peut-être en falsifiant des documents ou en essayant de s'approprier la maison et les quelques biens que Jacques avait laissés. Il l'avait déjà fait avant, dit Tantio en entrant dans le salon avec quelque chose dans la main, une carte d'identification qui n'était pas à Roger. Je l'ai trouvée cachée sous le matelas, elle appartient à quelqu'un appelé Milton Ferry, la photo râpée, probablement pour qu'il la remplace par la sienne. Falsification de documents, une pièce de plus du puzzle qu'était Roger, un homme sans scrupules, sans morale, capable de tout pour obtenir ce qu'il voulait. Que faisons-nous maintenant? Demanda Cindy en regardant Roger avec un mélange de dégoût et de détermination. Nous maintenons le plan de le déposer à la gare routière. J'ai regardé l'homme étalé sur le fauteuil, le frère de mon mari, l'homme qui avait détruit ma paix, qui avait profané la mémoire de mon Jacques, qui avait commis l'acte le plus abject possible contre moi. J'ai senti quelque chose se durcir dans ma poitrine, une résolution froide qui prenait forme. Non, attendez. Maintenant, nous avons un pistolet et des preuves d'autres crimes, allons à la police. Cindy et tante Jo m'ont regardé, surprise de tant d'insistance à ne pas vouloir impliquer les autorités. Mon changement soudain de plan les a prises par surprise. Es-tu sûre, Jenny? Demanda Cindy avec une inquiétude évidente dans sa voix. Tu devras contacter, passer par des examens, des témoignages. J'en suis sûre, répondis-je en regardant directement Roger, qui semblait maintenant sombrer vers l'inconscience. Il ne s'agit plus seulement de moi, il s'agit de toutes les autres que tu as mentionnées et de celles qui pourraient venir après s'il reste libre, je ne peux pas avoir ça sur la conscience. C'est ainsi que, vers 23 heures, 3 dames aux cheveux gris sont apparues au commissariat de Lancaster, traînant un homme semi-conscient qui pouvait à peine tenir debout. L'officier de service, un jeune homme récemment muté de Philadelphie, nous a regardés avec un mélange d'étonnement et de confusion. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il tandis que 2 officiers aidaient à asseoir Roger sur une chaise. « Cet homme m'a violée il y a 4 jours, dis-je avec une clarté et une fermeté qui ont surpris tout le monde, y compris moi-même. Puis il s'est emparé de ma maison, a détruit mes biens et prévoyait de voler ma propriété en utilisant des documents falsifiés. Je lui ai remis le pistolet, maintenant dans un sac en plastique improvisé, la carte d'identification de Milton Ferry et les documents de ma maison que Roger avait rassemblés. Pendant que l'officier examinait tout avec une gravité croissante, j'ai raconté mon histoire, pas tous les détails sordides, mais suffisamment pour clarifier la gravité du crime. Et son état ?
demanda l'officier en regardant Roger, qui balbutiait maintenant de manière incohérente, les yeux tournant dans leurs orbites. Il a trop bu. Quand nous sommes arrivés à la maison pour récupérer les documents, il était déjà comme ça, répondit Cindy immédiatement. Il devait boire depuis toute la nuit à en juger par la quantité de bouteilles vides que nous avons vues là-bas. Ce n'était pas tout à fait un mensonge, Roger avait vraiment beaucoup bu, tant cette nuit-là que les jours précédents. L'officier a semblé accepter l'explication, probablement habitué à voir des ivrognes dans des états similaires. Nous prendrons votre plainte, Madame Jenny, dit-il finalement, mais je dois vous avertir que des cas comme celui-ci sont compliqués, sans preuve physique immédiate, sans témoin de l'acte lui-même. Je sais, interrompis-je, je sais comment ça marche, mais j'insiste pour porter plainte de toute façon, et j'ai des témoins de l'agression que j'ai subie après, ma sœur et ma tante m'ont trouvé blessée, saignant. Quant aux autres crimes, l'invasion de la maison, les documents falsifiés, le pistolet illégal, ceux-là sont plus faciles à prouver, n'est-ce pas? L'officier acquiesça, un petit sourire d'admiration se formant au coin de sa bouche. Ce n'est pas tous les jours que 3 dames apparaissaient dans son commissariat avec des preuves aussi convaincantes de multiples crimes, parlant avec la clarté et la détermination d'avocats expérimentés. Les heures suivantes ont été exactement comme je le craignais. Examen invasif dans le petit hôpital de la ville, témoignages détaillés, questions qui m'ont fait revivre l'horreur de la nuit de l'attaque, mais à chaque moment difficile, Cindy et Tante Jo étaient à mes côtés, tenant mes mains, me donnant la force dont j'avais besoin pour continuer. Quand le soleil a commencé à se lever, nous étions épuisés, mais satisfaites. Roger avait été arrêté officiellement, non seulement pour ce qu'il m'avait fait, ce qui serait plus difficile à prouver devant le tribunal, mais pour les crimes d'invasion de domicile, de possession illégale d'une arme à feu, de falsification de documents et de tentative de fraude, des crimes suffisants pour le maintenir derrière les barreaux pendant un bon moment. Qu'est-ce que tu crois qu'il va lui arriver? Demandai-je en marchant lentement vers la maison, ma maison, que je pouvais maintenant occuper sans crainte. Avec les antécédents que nous avons trouvés dans le système, ce ne sera pas de courte durée, répondit Cindy. Il semble que notre cher beau-frère ait des arrestations antérieures pour des crimes similaires à Chicago, il était en fait un fugitif, c'est peut-être pour ça qu'il est venu ici quand il a appris la maladie de Jacques, il fuyait la justice de l'Illinois. Cette information ne m'a pas surprise, d'une certaine manière, cela avait du sens, Roger avait toujours été le frère problématique, celui qui ne s'installait jamais, qui changeait constamment de ville, maintenant nous savions pourquoi. Quand nous sommes arrivés à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'ouvrir toutes les fenêtres, laissant l'air frais du matin entrer pour emporter l'odeur de cigarettes et de boissons que Roger avait laissée, puis, avec l'aide de Cindy et de Tante Jo, j'ai commencé à nettoyer, à restaurer, à réclamer mon espace, nous avons réparé les cadres de photos cassés, en remplaçant le verre. Nous avons raccroché les photos de Jacques que Roger avait jetées à la poubelle, nous avons lavé, frotté, poli chaque surface, comme si nous pouvions éliminer physiquement les traces de sa présence dans la maison. Vers midi, alors que le nettoyage était déjà bien avancé, nous avons entendu frapper à la porte. C'était John, mon fils, avec une expression inquiète sur le visage. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'apprendre que tu es ici et que l'oncle Roger a été arrêté. » J'ai respiré profondément, me préparant à la conversation la plus difficile que j'aurais, avec Cindy et Tante Jo à mes côtés. J'ai raconté à John ce qui s'était passé, pas tous les détails crus, mais suffisamment pour qu'il comprenne la gravité de la situation. J'ai vu son visage passer du choc à l'incrédulité, puis à la colère et finalement à une douleur profonde qui m'a brisé le cœur, les larmes coulaient librement sur son visage, si semblable à celui de son père. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi as-tu affronté ça seul? » demanda-t-il avec la voix étouffée. « Je n'étais pas seule, répondis-je en tenant sa main. J'avais Cindy et Tante Jo avec moi et je ne t'ai pas appelé parce que je ne voulais pas que tu portes ce fardeau, je ne voulais pas que tu saches jusqu'où ton oncle pouvait tomber, il aurait dû le tuer, murmura John avec les poings serrés par la colère. J'aurais dû me méfier quand il a commencé à agir bizarrement, en disant que tu avais voyagé. Non, mon fils, interrompis-je avec fermeté, la violence engendre la violence, nous en avons déjà assez eu dans cette famille. Maintenant Roger est entre les mains de la justice où il doit être et nous irons de l'avant ensemble. Dans les semaines qui ont suivi, la nouvelle de ce que Roger avait fait s'est répandue dans la petite ville de Lancaster. Je ne pouvais pas l'éviter. Dans une ville de cette taille, une arrestation passe rarement inaperçue, surtout quand elle implique le frère d'un homme aussi aimé que mon Jacques. À ma surprise et à mon soulagement, il n'y a pas eu de jugement, de regard de pitié, de chuchotement dans mon dos comme je le craignais tant. Au lieu de cela, j'ai reçu du soutien, de la solidarité, des offres d'aide provenant des endroits les plus inattendus. La communauté qui avait aimé Jacques de son vivant étendait maintenant cet amour à sa veuve dans un moment de besoin. Roger a été transféré à Chicago, où il répondrait des crimes commis là-bas avant d'affronter la justice de Pennsylvanie. La dernière nouvelle que j'ai eue de lui est arrivée par l'intermédiaire d'un officier de la cour près d'1 an plus tard, m'informant qu'il avait été condamné à 15 ans de prison pour les crimes accumulés dans les 2 États. Quant à moi,
J'ai lentement commencé à reconstruire ma vie, la maison est redevenue le foyer accueillant que Jacques et moi avions créé, les cauchemars sur l'attaque ont diminué graduellement, bien qu'il n'ait jamais complètement disparu, j'ai commencé à assister à un groupe de soutien pour les femmes victimes de violences, où j'ai trouvé la compréhension et la force de continuer. Cindy, ma sœur, qui avait été mon roc dans les moments les plus sombres, est retournée chez elle, mais a commencé à passer beaucoup plus de temps avec moi. Peu à peu cette terrible expérience a renforcé encore les liens qui nous avaient unis depuis l'enfance. Tante Jo a continué son travail de guérisseuse et de connaisseuse des herbes des champs, le quipou de grand-mère Inès est retourné dans la boîte sculptée, gardé en sécurité pour le jour où une autre femme de la famille pourrait avoir besoin de cette connaissance ancestrale. Nous espérions que ce jour n'arriverait jamais, mais le monde n'est pas toujours aimable avec les femmes, surtout avec les plus vulnérables. Aujourd'hui, 14 ans après ces événements, je regarde en arrière et je vois comment cette terrible expérience m'a transformée. La douleur ne disparaît jamais complètement.